Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Pourquoi est-il souvent plus facile de consoler un enfant ou un ami que de se consoler soi-même ? Pour quelles raisons, lorsque nous sommes troublés, agités ou tout simplement tristes, avons-nous si peu de patience et d'indulgence envers nous-mêmes ? Pourquoi sommes-nous si peu enclins à prendre soin de nous ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Saverio Tomasella, docteur en psychologie clinique, chercheur, conférencier et auteur de nombreux ouvrages à succès. J'apprends à me consoler, petit manuel d'autoconsolation pour faire la paix avec ses blessures et ses fragilités, vient de paraître aux éditions Larousse. Pensé comme un véritable manuel d'autoconsolation, Saverio vous encourage à accueillir vos fragilités, vos peines et vos blessures, comme vous le feriez pour un ami, avec bienveillance et compassion. À travers 30 ateliers thérapeutiques, conçus comme des capsules de réconfort, il a concocté plus de 150 exercices et pratiques concrètes pour vous aider à vous donner jour après jour ce dont vous avez besoin et aller vers l'apaisement. Bonjour Saverio, je suis ravie de te retrouver dans ce podcast, vraiment. Bonjour Sophie, moi aussi, c'est vraiment une grande joie à chaque fois de discuter et de réfléchir ensemble. Alors, que signifie se consoler et quel en est l'intérêt ? Consoler, c'est un vieux mot qui vient de sol, qui veut dire seul. Donc, consoler ou la consolation, c'est partager sa solitude. C'est-à-dire ne plus être seul. Et c'est vrai, on dit, il y a une expression populaire qui dit c'est un grand moment de solitude quand on se sent mal à l'aise dans une situation. Et on peut considérer que quand on est triste, quand on a du chagrin, quand on a de la peine, quand on est dans la souffrance, la douleur, la honte même, enfin toutes sortes de difficultés affectives, relationnelles ou existentielles, on est seul face à soi-même, face à la vie, etc. Donc consoler, c'est une présence dans la solitude, une présence par rapport à quelque chose qui nous perturbe. Donc ça, c'est vraiment le sens premier, le sens littéral. Après, les autres sens, c'est un soulagement apporté à quelqu'un qui a du chagrin, à quelqu'un qui ressent de la peine, mais ça peut être aussi un apaisement. Ça, on y pense trop peu. La consolation, ça peut être simplement un apaisement, le retour à la sérénité ou au calme. Et bien sûr, le mot qu'on connaît le plus, c'est le réconfort. C'est apporter un confort à quelqu'un qui a perdu ce confort d'une façon ou d'une autre. Et aussi un autre sens qu'on oublie, c'est que dans les épreuves, il n'est pas interdit, il n'est pas impossible de ressentir de la joie, du bonheur, de la satisfaction. Donc les consolations, ce sont aussi ces moments de joie, de bonheur, de satisfaction qu'on peut ressentir au cours de nos épreuves, notamment en partageant certaines choses avec nos proches. Et puis, à ne pas oublier non plus l'espérance. La consolation, c'est une espérance, c'est redonner l'espoir à quelqu'un. Ouais, c'est cet espoir qui permet ce rebond aussi, hein, parce que ça évite, j'allais dire, de rentrer dans cet engrenage et d'être embarqué finalement par ses émotions. Oui, c'est ça, hein, la consolation va apporter du courage et de l'espoir, c'est-à-dire nous faire sortir du découragement, du désespoir, de ce à quoi bon Mmh. que nous fait ressentir, Mmh. que nous font ressentir nos épreuves, nos misères, nos douleurs. Et pourquoi est-il souvent plus facile de consoler les autres que de se consoler soi-même? C'est une question très très importante de la recherche que j'ai faite sur la consolation. Un constat vraiment fondamental, et je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, elle est tout simplement dans le fait que nous ne nous voyons pas. Si je vois quelqu'un à l'extérieur de moi, c'est dans une perspective devant moi ou à côté de moi, quelqu'un qui souffre, cette perspective, le fait de voir la personne de l'extérieur, me permet de me rendre compte de l'ensemble de la situation ou de la scène, et en, en ressentant à sa place, en ayant de l'empathie, en m'identifiant à cette situation ou à cette personne, de
me rendre compte de ce que traverse cette personne. Donc rien que cette situation que nous avons d'être des témoins extérieurs à la situation, à la scène et à la personne qui souffre, nous permet de voir les choses de façon globale et de les envisager de façon humaine en disant cette personne souffre, je vais la consoler ou elle a besoin de consolation. Ce recul-là, cette distance-là, nous ne l'avons pas pour nous-mêmes. C'est ça qui rend les choses plus difficiles pour nous. Mais il y a un autre aspect qui lui est beaucoup plus culturel et moral, c'est que dans nos civilisations, et j'espère que c'est différent en Afrique, en Océanie, en Amérique du Sud ou en Asie, mais dans nos civilisations occidentales euh, qui sont vraiment très profondément marquées par la morale qu'on dit judéo-chrétienne, je ne sais pas si c'est si juste que ça, mais ce sont des morales en fait qui ont été euh, arrimées aux religions pendant longtemps, qui sont des morales sociales en fait. Euh, on nous disait, heureusement ça change depuis quelque temps, mais on nous disait ne t'écoute pas, euh, ne sois pas nombriliste, arrête de te plaindre, ne pleure pas, etc., etc., ne geins pas, bon bref. C'est-à-dire, on nous mettait en demeure, on nous a mis en demeure pendant très longtemps de ne pas tenir compte de notre propre souffrance, ce qui fait que on en a pris l'habitude et comme on en a pris l'habitude, on l'écarte. On ne veut pas la voir, on ne veut pas la sentir. Alors évidemment, quand les émotions sont très très fortes, elles nous submergent, on ne peut pas faire autrement que s'en rendre compte. Mais sinon, on a vraiment cette habitude d'écarter, de mettre hors de conscience, hors du champ de la conscience, tout ce qui nous arrive pour ne pas nous apitoyer sur notre sort. Et troisième raison, ce sont les moqueries et les harcèlements. Mais commençons par les moqueries sans aller jusqu'au harcèlement ou aux brimades. Dans la moquerie, quand un enfant ou même un adulte souffre, se plaint, pleure, exprime sa honte, sa tristesse, sa peur, bien souvent, il y a toujours un malin ou une maline qui s'en sert bêtement, parce que c'est bête et méchant, qui s'en sert pour se moquer de la personne qui souffre et faire les gorges chaudes et se mettre en valeur et attirer l'attention ou mépriser la personne qui souffre parce qu'elle la considère comme étant faible puisqu'elle exprime sa souffrance, ce qui au contraire n'est pas le cas. Hein. Les personnes vraiment faibles n'expriment pas leur souffrance, elles les cachent. Quand on exprime ce qu'on est en train de vivre, on est dans la sincérité, l'authenticité, donc on est finalement beaucoup plus courageux, beaucoup plus fort. Et ces trois grandes tendances de fond de nos sociétés, qui ne sont pas des sociétés tendres, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. La culture dans laquelle on baigne est une culture assez féroce, une culture de la compétition, une culture du jugement, une culture de la mise en relief de ce qui ne va pas, et parfois aussi une culture du mépris, du rabaisser l'autre, etc. Tout ça fait que pour éviter d'être moqué ou rabroué, nous avons tendance à oh là, je vais pas trop dire que je souffre, je ne vais pas trop dire que je suis triste ou que j'ai peur ou que j'ai honte ou que j'ai du chagrin ou que j'ai une difficulté. Je vais garder ça pour moi et du coup on oublie de se consoler. Et puis en plus je pense que la consolation n'a pas eu bonne presse à un certain moment. Alors je pense pas que ce soit le cas maintenant, mais je me dis que dans l'histoire de notre culture, peut-être qu'il fallait être dur, il fallait être fort, il fallait endurer, c'était marche ou crève, c'était ne montre pas que tu souffres, etc. Ou tu serres les dents, tu es plus fort que ça. Ce qui fait que, mais pourquoi aurait-on besoin de consolation puisqu'on est si dur, si fort, si blindé. Euh, donc je pense que c'est important de réhabiliter la consolation. Le besoin de consolation pour chacune et chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants, quels que soient nos âges. Et justement, parmi les 30 ateliers thérapeutiques que tu proposes dans ton ouvrage J'apprends à me consoler paru aux éditions Larousse, il y en a un qui s'intitule J'apprends à être indulgent avec moi-même. En quoi, justement, est-ce important d'être plus indulgent et moins dur envers soi-même? Je pense que c'est vraiment fondamental dans cette démarche de respect de soi, de l'écoute de soi et de consolation pour soi-même. C'est que, comme on vient juste de le dire, nous sommes très durs avec nous-mêmes. Alors, soit nous avons intériorisé toutes les duretés qu'on nous a fait euh,
supporté, qu'on nous a fait subir, qu'on nous a inculqué dans notre éducation, que ce soit notre famille, mais aussi l'école, de la maternelle à l'université. Donc on a intériorisé toutes ces duretés, toutes ces exigences, tous ces critères de réussite, de valeur, etc. Soit que, ayant été maltraité à certains moments par des proches ou par des personnes moins proches, nous ayons aussi intériorisé ces maltraitances et que nous ayons tendance à reporter tout ça contre nous. Donc les jugements, les duretés, les maltraitances, et à nous les faire subir inconsciemment, parce que c'est très rare qu'on se dise tiens là aujourd'hui je vais me faire souffrir, je vais me dire des choses méchantes. Non, quand on le fait, c'est qu'on ne va pas bien, c'est que déjà on souffre, c'est qu'on nous a dit quelque chose de pas sympa, c'est qu'on nous a critiqué au-delà de ce qui était justifié et nécessaire, c'est qu'on nous fait des reproches répétés, ou malheureusement quand on est malade ou très fatigué ou que les nouvelles sont terribles, on apprend plein de mauvaises nouvelles dans la journée, ça réactive ce côté, on va dire, morbide, délétère, destructeur qu'il y a dans la culture. Encore une fois, Françoise Héritier a été extraordinairement éclairée. L'anthropologue Françoise Héritier, l'anthropologue française, a été extrêmement inspirée et courageuse d'affirmer, contrairement aux philosophes et aux psychanalystes, que la violence est acquise. La violence n'est pas innée chez l'être humain. Elle est acquise. Et même chez les animaux comme les chimpanzés, qui sont les plus proches des êtres humains, et chez lesquels on peut repérer de la cruauté, qui n'a rien à voir avec l'horrible cruauté qui existe chez les humains, on se rend bien compte que les chimpanzés qui deviennent cruels, ce sont ceux qui ont vécu des cruautés, qui ont été abîmés, qui ont été maltraités, et généralement par des humains. Dans Et des comme vous dressages et des choses avez comme ça. Les chiens méchants, ce sont des chiens qui volontairement sont dressés pour avoir peur et devenir hargneux afin de se défendre. Le chien n'est pas méchant à l'origine. Donc tout ça fait que nous avons en nous des traumatismes qui sont des traumatismes de la société, de nos lignées familiales et de nous personnellement. Et ces traumatismes les mémoires traumatiques sont réactivées et dans ces cas-là, nous pouvons avoir tendance à être dans la destruction ou l'autodévalorisation ou l'autosabotage contre nous-mêmes. Et c'est difficile parce que c'est une espèce de spirale, une espèce de sable mouvant, de tourbillon descendant. On est pris dans ce cercle vicieux et c'est très difficile d'en sortir. C'est pour ça que je crois que dès la naissance, et même avant la naissance, on aurait besoin de cultiver l'indulgence, la clémence, la mansuétude, très beaux mots qu'on oublie. C'est comme les mots chagrin, peine, dans cette espèce de lamine de choses qui nous arrivent des États-Unis. Il n'y a pas que du bon aux États-Unis, loin de là. On parle de tristesse, c'est bien, mais moi, avant d'être psychanalyste, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans, et avant que arrive l'idée de entre guillemets management des émotions, alors qu'on ne peut pas gérer ses émotions, cette fausse idée-là, on parlait beaucoup plus des émotions avec des mots différents. Les chagrins existent, la peine existe, l'affliction existe, les affres. Le mot affreux vient d'affre. Affre, c'est un mot très fort où on est dans la douleur, dans la souffrance, dans quelque chose qui est très rude. Tous ces mots existent et demandent de la consolation. Et cette consolation, elle viendra si on est capable de développer depuis la naissance l'indulgence, la clémence, la mansuétude, la miséricorde, la pitié. La pitié, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut l'être, mais pas forcément. La compassion, l'écoute, la commisération, c'est que des beaux mots, de choses qu'on a oubliées dans ce monde tellement dur, tellement hargneux, tellement finalement froid, ce monde de la technologie et du virtuel. Ouais, c'est sûr que dans ce monde-là, finalement, enfin, j'ai envie de dire, ce qui est vraiment mis de côté, c'est cette notion de vulnérabilité, en fait. C'est ça, finalement, c'est qu'on va mettre de côté, finalement, son humanité, parce qu'en fait,
un humain par principe, c'est ce qu'on avait ça me rappelle toujours l'un des premiers podcasts qu'on avait fait ensemble où, tu disais justement que chaque être humain est sensible. Et en fait, finalement, le propre de la sensibilité, c'est aussi cette vulnérabilité, c'est de ressentir des choses et c'est vrai que c'est ça, c'est comme si ça faisait plus «partie» entre guillemets de nous, alors qu'en fait, ça fait toujours partie de nous. Mais, mmh, Exactement, je pense que chez les autochtones de tous les continents, cette vulnérabilité n'est pas cachée. ouais, Et à partir du moment où cette sensibilité qui fait que par moment on est vulnérable, que fondamentalement on est vulnérable, parce qu'on peut tomber malade, on vieillit, on meurt, et on est touché par tout ce qui nous arrive dans autant les joies que les peines, etc. Cette vulnérabilité qui est là chez tous les êtres humains, si elle est acceptée dans la culture, elle n'est pas mal vue, on n'a pas besoin de la tout à cacher, fait. et donc on l'accepte chez les autres. À partir du moment où on est dans des cultures de mensonges, les cultures occidentales sont des cultures de discours, ce sont des cultures de rhétorique, ce sont donc des cultures de mensonges, où on veut nous faire croire, de manipulation, de propagande, où on veut nous faire croire des choses qui sont fausses. Et on a voulu nous faire croire à une super force chez nous les humains qui n'existe pas. Bien sûr qu'il y a des moments où nous avons le sentiment d'avoir beaucoup de capacités, de compétences et pourquoi pas de puissance. Et il ne s'agit pas de se limiter, non, au contraire. Mais ça n'empêche qu'au fond, cette vulnérabilité est là et elle peut être réveillée et révélée par certaines situations, certaines émotions, certains sentiments. Et qu'à partir du moment où elle est bien vécue, eh bien, elle ne pose plus de problème dans la relation. Ouais, c'est exactement ça. Et dans ton ouvrage, tu évoques le lien entre la compassion et la consolation. En quoi la compassion peut-elle soutenir la consolation? Alors, on va prendre l'exemple avec une personne extérieure, puis après, on va revenir à soi. Lorsque je regarde une personne qui souffre ou que lorsque je suis témoin d'une personne qui souffre, que ce soit un enfant, une personne âgée, une personne malade, une personne en exil, dans des situations vraiment difficiles, ou même simplement un collègue ou une collègue au travail ou une personne inconnue dans un transport, euh, ce qui va me permettre d'aller vers cette personne, soit simplement par le regard et le sourire, ce qui est déjà beaucoup, soit vraiment physiquement, je fais quelques pas et je demande comment elle va, j'essaye de, si elle est tombée, me penche et je me baisse pour pouvoir la relever, etc., etc. Ce qui me permet d'entrer dans cette démarche de consolation, c'est la compassion. C'est qu'à un moment, et ça se passe généralement très rapidement, je ressens ce que cette personne est en train de d'expérimenter, de faire ce dont elle est en train de faire l'expérience, je le ressens avec mon cœur. C'est pas intellectuel, c'est pas j'imagine que elle pourrait ressentir ça. Non, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps et dans mon cœur, donc dans ma sensibilité, qui fait que je sens ce que traverse cette personne. Ça, c'est la compassion, et ça me permet d'être dans une démarche de consolation. Ce que nous avons, nous, à développer maintenant, c'est cette capacité à sentir de la compassion pour nous-mêmes dans toutes les circonstances, toutes, sans exception, et de pouvoir ressentir librement, spontanément, rapidement cette compassion pour nous-mêmes. Et quand nous ressentons cette compassion pour nous-mêmes, nous pouvons nous apporter la consolation dont nous avons besoin. Parce que la compassion, justement, nous met en contact avec la vulnérabilité. La compassion, c'est le cœur qui s'ouvre à la vulnérabilité de l'autre ou à sa propre vulnérabilité. Et si mon cœur s'ouvre à la vulnérabilité de l'autre ou à ma propre vulnérabilité, je vais sentir, percevoir ou entendre ce dont a besoin l'autre ou ce dont j'ai besoin pour aller mieux. C'est une très belle démarche, c'est un processus, c'est relationnel. Et n'oublions pas, on parle souvent d'estime de soi, de confiance en soi de façon, je trouve, très mécanique. La confiance en soi, elle vient d'une bonne et belle relation avec soi-même. Et cette relation, comme une relation amicale avec quelqu'un d'autre, elle se cultive. C'est parce que jour après jour, je cultive ma relation avec mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, mes collègues, les arbres, les animaux et moi-même, que je peux développer cette relation. Et dans cette relation, si mon cœur s'ouvre, je vais ressentir de la compassion, accueillir cette vulnérabilité, comprendre le besoin de l'autre ou mon besoin pour apporter de la consolation.
Dans ton guide, tu abordes également la toxicité de la pensée positive. Qu'entends-tu par là? Alors j'étais très très content au moment où j'écrivais ce livre de découvrir qu'il y avait des Américaines, des psychologues américaines qui en avaient par-dessus la tête de la pensée positive, parce que c'est encore un truc qui nous a été imposé par les États-Unis. Parce que moi, ça fait très longtemps que je me sentais mal à l'aise avec ça. Alors, dans mon cheminement, avant de parler de ces psychologues, dans mon cheminement, je suis quelqu'un de très optimiste. Depuis tout petit, quelqu'un de très joyeux, optimiste, enthousiaste, je m'émerveille, voilà, j'étais le cœur sur la main. Je dis j'étais parce que j'ai vécu des épreuves avec des personnes qui ne m'ont pas respecté. Donc maintenant, je suis plus dans la distance, je fais plus attention. Et malgré ce tempérament très optimiste, très favorable, très enthousiaste, émerveillé, etc., euh, depuis le début, j'étais un peu gêné par cette idée de pensée positive ou de positiver, etc., parce que quand on va pas bien, on va pas bien. Quand on souffre, on souffre. Quand on a une douleur, on a une douleur. Quand on est malade, on est malade. Quand on tombe, on tombe. Quand on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était artificiel. Et pendant longtemps, je me suis dit bon, bah c'est moi qui suis comme ça. C'est pas très grave. Peut-être que la pensée positive ou l'idée de positiver est bonne. Et puis j'ai remarqué. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut noircir tout, être cynique, pessimiste. Non, pas du tout. Hein. Je ne dis pas. Hein. Il ne s'agit pas de prendre le pli inverse qui serait tout aussi artificiel. Mais ce que j'ai remarqué chez mes amis, enfin certaines et certains de mes amis, beaucoup sur les réseaux sociaux et chez pas mal de mes patientes et mes patients, c'est que les personnes qui se forçaient à être positives devenaient de plus en plus artificielles et avaient de plus en plus de mal à écouter leurs vraies émotions ou leurs vrais besoins ou leurs véritable expérience subjective. Parce que ce qui compte, c'est la liberté, c'est la spontanéité, c'est l'ouverture, c'est l'authenticité, c'est le fait d'être dans le processus de l'expérience que je suis en train de vivre. Si je vis quelque chose de difficile, je dis que je vis quelque chose de difficile et je vais en sortir beaucoup plus rapidement. Et je vais peut-être trouver des personnes qui vont me tendre la main ou qui vont m'écouter ou m'expliquer quelque chose, me témoigner leur propre expérience dans une situation similaire. Et ça va me permettre, dans la fluidité de ce mouvement relationnel, d'en sortir. Alors que si je fais semblant, et c'est ce que disent ces psychologues américaines, si je fais semblant d'aller bien tout le temps, de ne pas écouter mes émotions sous prétexte qu'elles seraient, avec mille guillemets, négatives, euh, eh bien du coup, je deviens un personnage artificiel, une espèce de faux soi, une personne suradaptée qui fait semblant sur les réseaux sociaux ou dans les dîners mondains d'aller très bien à tout moment et de ne faire que des choses formidables. Et il n'y a plus la réalité vivante, mouvante, évolutive de notre existence où nous pouvons passer par toutes sortes d'émotions, de sentiments ou d'états. Donc finalement, être optimiste, oui. S'émerveiller, oui. Être enthousiaste, oui. Mais tout en restant dans la liberté de cette authenticité, de cette sincérité, de cet ajustement en exprimant ce que nous vivons, même si à un moment, nous sommes dans cette vulnérabilité et que nous expérimentons certaines choses qui sont douloureuses ou difficiles. Et l'écoute de soi et l'accueil des émotions sont-ils essentiels dans la consolation? Oui, alors justement, toute cette démarche dont on parle depuis le début, concrètement, elle correspond à s'écouter, contrairement à la morale qu'on nous faisait dans les années 60-70 et encore parfois après, arrête de t'écouter ou ne t'écoute pas, ou tu t'écoutes trop, enfin tout ça va dans le même sens. Non, nous avons vraiment besoin d'être à notre écoute. S'écouter, c'est vraiment, si j'écoute le chant des oiseaux, si j'écoute le bruit du vent dans les feuilles, si j'écoute l'eau qui coule d'une fontaine, d'un torrent, ou les vagues d'un lac, de la mer, de l'océan, je suis dans l'ouverture. Cette écoute, je peux très bien l'orienter vers quelqu'un ou l'orienter vers moi. Et comme nous sommes tout le temps dans cette respiration, cette souplesse dedans, dehors, les autres et soi, je peux très bien écouter les autres tout en m'écoutant moi-même. Ça va pas se faire techniquement, hein, au niveau du cerveau et du système nerveux, ça va pas se faire exactement au même moment, mais d'une seconde à l'autre, d'un instant à l'autre, je peux passer d'une écoute de l'autre à une écoute de moi. De nouveau une écoute de l'autre, une écoute de moi. Ça peut être vraiment une respiration.
Et c'est cette écoute qui va me permettre d'affiner mes perceptions par rapport à ce que je ressens et par rapport à ce dont j'ai besoin. Cette écoute, elle va me permettre aussi d'accueillir au mieux tout ce qui me traverse, les sensations, les émotions, les sentiments, les intuitions, les visualisations, l'imagination, etc. Donc être à l'écoute de mon corps, et notamment de mes sensations, et être à l'écoute de mes émotions, quelles qu'elles soient, et dans leur évolution, va me permettre de sentir si à certains moments je suis plus vulnérable, si à certains moments j'ai besoin de repos, ou si j'ai besoin de boire, de manger, de m'isoler, d'aller marcher. Pourquoi rester dans une pièce où il y a une dispute alors que je n'en peux plus? Ben, je vais marcher. Euh, Besoin d'appeler un ami ou une amie si je me sens tellement seul ou tellement triste, besoin d'écrire dans mon journal, besoin d'écouter de la musique, besoin de regarder tel film ou de lire tel roman. C'est cette écoute du corps, des sensations, des émotions, cet accueil de ce qui est en moi en ce moment qui va me permettre de répondre à mes besoins et de prendre soin de moi. Et on ne peut pas faire autrement parce que toute cette démarche dont on parle depuis le début, c'est ça qui est formidable et qui rejoint sans cesse la sensibilité. C'est une démarche concrète, c'est une démarche incarnée, c'est une démarche de soi avec soi-même dans ce corps que nous, qui est notre corps. Ça n'est pas une démarche intellectuelle, c'est une démarche de vérité profonde, sentie, ressentie. Et on en reparlera effectivement sur l'importance du corps. Mais avant, la découverte de Carol Dweck semble avoir changé ta vision de la vie. Peux-tu nous en parler un peu plus? Il y a quelques années, je faisais des recherches sur l'éducation des enfants, la neurobiologie, les sciences neuroaffectives, l'importance de la relation pour l'enfant, des compétences sociales, etc. Et au cours de ces recherches, un jour, j'ai eu vraiment un grand cadeau de la vie. J'ai découvert Carol Dweck. Carol Dweck, c'est une chercheuse californienne qui s'est rendue compte dans ses recherches qu'il existe en Occident deux grandes mentalités de base, mindset, hein, ils disent les Américains. Deux mentalités de base. La première, qui est la plus répandue, c'est je suis. Je suis belle, je suis fort, je suis intelligente, je suis euh, drôle, je suis HPI, je suis entre guillemets hypersensible. Nous préférons dire hautement sensible, très sensible, fort sensible, ultra sensible, etc., etc. Je suis quelque chose ou je suis laid. Ça peut être dans l'autre sens. Hein. Je suis laid, je suis stupide, je suis incapable, je suis pas doué, je suis méchant, je suis moins que rien, etc., etc. Dans cette mentalité de base, si je me définis par un je suis, je vais être dans une identité fixe. Je crois que je suis, par exemple, un immigré dans un pays qui n'aime pas les immigrés. Et il y en a certains pays qui n'aiment pas trop les immigrés. Et donc, mal vu. Je suis un étranger, on va dire, dans certaines communautés. Je suis mal vu, malvenu, et je me cache, je me fais tout petit. J'essaye de ne jamais déranger. Ou dans une famille, hein, être malvenu dans une famille. Moi, je suis celui qui est le mal aimé. Ce qui est possible. Il y a des enfants qui sont moins aimés que les autres. Mais il s'agit de ne pas s'accrocher à cette identité. Parce que quand on s'accroche à cette identité dans cette conception fondamentale de soi, eh bien, on va tout faire pour correspondre à l'identité à laquelle on croit euh, correspondre. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui fait que, par exemple, les gens qui se disent HPI ou surdoués vont parfois tricher pour toujours paraître intelligents, plus intelligents que les autres, etc. Alors que c'est pas ça la question. De même que les gens qui se disent hypersensibles vont vouloir ressembler aux portraits robots qui circulent sur les réseaux sociaux et qui n'ont rien à voir avec la réalité de la haute sensibilité. Donc, ça enferme les gens dans une identité qui peut être aussi une identité de genre ou une orientation sexuelle. Alors si je suis homosexuel, il faut que je sois comme ça ou que je m'habille comme ça. Ou si elle est homosexuelle, alors c'est une camionneuse. Ou non, on peut vraiment avoir un certain type de sexualité, une certaine forme d'affectivité sans correspondre aux clichés. Donc ça, c'est la première forme qui est la plus répandue. Et la deuxième mentalité de base, c'est la mentalité de développement. C'est-à-dire qu'elle n'a rien à voir. Dans la mentalité de développement, je vis des expériences. À chaque expérience, j'apprends. Si je me trompe, je comprends pourquoi je me suis trompé et une prochaine fois, je me tromperai moins.
Et donc, le je suis, le verbe être, la désignation de soi, l'identité n'ont rien à voir avec la mentalité de développement. On est simplement dans un processus d'apprentissage de la vie où, d'expérience en expérience, on gagne en découverte et en sagesse, en savoir-faire, en compétences, en connaissance du monde et des autres et de soi. Et le fait de se situer dans cette seconde mentalité, qui, on l'aura bien compris, est celle qui nous permet d'être en meilleure santé, en meilleur équilibre, en meilleure harmonie, d'avoir des relations plus agréables et plus profondes et plus nourrissantes. Le fait d'être dans la mentalité de développement et de prendre la vie uniquement comme une possibilité d'apprentissage instant après instant, où ce sont même pas des échecs, ce sont des situations dans lesquelles j'ai pas su comment répondre à telle ou telle chose et j'apprends et donc la prochaine fois je saurai mieux répondre dans la même situation. Tout ça fait que on va sortir du jugement. On va justement être dans l'indulgence, dans la clémence, dans la mansuétude, etc. Dans dans cette dans ce bonheur de vivre au quotidien, quoi qu'il arrive, et on traversera beaucoup mieux les épreuves parce qu'on ne se rendra pas responsable, ou pire, coupable, de ce qu'on est en train de vivre. Et justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tout au long de ton livre, tu insistes beaucoup sur l'importance du corps. Pourquoi? Alors je crois que ça, c'est vraiment comment dire, c'est l'axe majeur de mes recherches et de mes prises de position depuis toujours. Et je crois même avant de devenir psychanalyste, ça a toujours été là dans ma vie, l'importance du corps, l'importance de vivre dans son corps, d'être dans la réalité. Et je me rends compte que c'est de plus en plus important dans une société qui est très technique, très technologique, intelligence artificielle, qui est parfois beaucoup de bêtises artificielles, ce qu'on appelle l'AI, hein, euh, euh, artificial intelligence, c'est souvent très bête. Et tout ça, le virtuel des écrans, bon, c'est formidable de pouvoir communiquer à distance. Là, aujourd'hui, on fait un enregistrement Mmh. sur Zoom parce qu'on n'habite pas la même région, donc c'est formidable. Mais ce qui compte, c'est toujours revenir au corps, parce que ce que nous vivons de vrai, nous le vivons dans le corps. Et notre sensibilité, qui est arrimée au corps, qui est euh, euh, complètement intrinsèquement liée à chacune de nos cellules, à notre chair, à notre présence physique, à nos os, etc., à notre niveau d'eau dans le corps. Hein, quand on manque d'eau, on souffre. Et toute cette eau qui a une mémoire et qui vibre avec nos cellules et toutes ces vibrations, tout ça, c'est physique. Ce sont des phénomènes physiques. Et pour se rendre compte de ce que nous vivons, nous n'avons que notre sensibilité. Sensibilité de ce qui se passe à l'intérieur de moi, sensibilité de ce qui se passe entre mes limites, mes contours et l'extérieur proche, sensibilité de ce qui se passe à distance avec des personnes ou des choses ou des animaux, des végétaux autour de moi. Sans cette sensibilité corporelle, je ne peux pas savoir, je ne peux pas comprendre, connaître ce qui se passe réellement dans le réel de mon existence. Et dans ce cas-là, je ne suis que dans des idées apprises ou inculquées ou conditionnées. Je vais réfléchir en fonction de ce qu'on m'a dit qui était bien, qui n'était pas bien, de ce qui est bon à faire ou pas bon à faire, etc., de ce qui est valeureux dans tel euh, milieu social ou de ce qui n'est pas valeureux, des codes de la mode de telle époque, etc. Mais je ne suis pas dans la réalité, je ne suis pas dans mon corps, je ne suis pas dans ma vie. Ce qui fait que si je veux pouvoir ressentir de la compassion pour moi, si je veux pouvoir être à l'écoute de mes besoins, si je veux pouvoir accueillir ma vulnérabilité, si je veux pouvoir accueillir le message, comprendre le message de mes émotions et de mes sentiments, donc m'apporter de la consolation et vivre mieux tout ce que j'ai besoin de vivre et aussi vivre complètement mes joies, mes plaisirs, mes jubilations, tout ce qui est agréable et porteur, je ne peux le faire que si je suis vraiment dans mon corps, si j'habite mon corps avec ma sensibilité. C'est pour ça que je crois qu'on ne dira jamais assez que ce qui est important, ce n'est pas l'instant présent. Ça, c'est déjà intellectuel, parce que le temps, c'est abstrait. Ce Tout à qui est fait, important, c'est la présence dans son corps. c'est ça. Si je suis présent dans mon corps, je suis à même ma vie, je suis dans ma vie à moi, je vis ma propre vie. Ouais, ouais, très, très juste.
Et c'est important effectivement, je rebondis par rapport à c'est vrai on parle souvent d'instant présent, mais c'est vrai que c'est revenir ici maintenant, mais dans son corps. C'est pas la même chose en fait, parce que c'est là où on voit que parfois on peut comprendre des choses, mais il peut y avoir une différence entre le moment où tu l'as compris et le moment où tu l'intègres. C'est exactement la même chose en fait, et quand ça s'intègre, c'est là où ça devient vraiment, tu l'incarnes quoi. Mmh. C'est ça, c'est l'incarnation. Tout le temps, c'est l'incarnation. Et j'écoutais Don Marcellino, qui est un guérisseur péruvien, qui parle français, donc il fait beaucoup de stages en Europe francophone et au Québec. Il disait quelque chose de très juste. C'est la chance que nous avons d'être dans un corps qui ressent. La chance que nous avons d'avoir une sensibilité qui nous permet de faire l'expérience de tout ce qui est bon dans la vie. Tout, tout à travers nos 6 sens, hein, puisque le 6e sens, c'est la kinesthésie, comment je sens les mouvements à l'intérieur de mon corps, hein, le péristaltisme du système digestif, les mouvements des ligaments, les mouvements des muscles, des tendons, etc., mais aussi l'équilibre dans lequel je suis. Euh, nos 6 sens nous permettent de savourer pleinement les délices de la vie. Et je pense que nous avons besoin de revenir à ça aussi, savourer pleinement tous les délices de la vie. Alors c'est vrai que quand on est toutes portes ouvertes de notre sensibilité, au moment où on souffre, on va souffrir plus fort. Mais ça ne veut pas dire qu'on souffre plus longtemps. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la force en soi, la puissance en soi de faire face à la douleur. Mmh. Mais au moins, on est complètement vivant, parce qu'on est complètement incarné. Hem Et aurais-tu un petit exemple à transmettre à nos auditeurs qu'ils pourraient faire après, avoir écouté ce podcast? Alors oui, la première chose, et ça a été confirmé récemment par un autre chercheur, la première chose qui nous apporte du réconfort, c'est de frotter nos mains. Alors ça peut être les paumes des mains, fort l'hiver pour avoir chaud, légèrement l'été pour ne pas rajouter de la chaleur. Et après, une fois qu'on se sent bien, là encore c'est une question de sentir, d'être présent à la sensation de mes mains. Et le fait d'insister dans la durée, pas forcément d'insister dans la force, hein. Le fait d'insister dans la durée fait que je suis de plus en plus conscient de mes paumes de main. Une fois que j'ai fait ça, je vais frotter mes bras, des coudes, ou même un peu avant les coudes, jusqu'au-dessus des épaules et au trapèze. Ce qui est vraiment l'autocâlin que je fais avec la vigueur que je veux ou la douceur que je veux en fonction de ce dont j'ai vraiment besoin dans l'instant. Donc ça peut même évoluer au cours du câlin. Si j'ai envie d'un moment d'adoucir, de ralentir, j'adoucis, je ralentis. Si j'ai envie d'accélérer, de renforcer, je peux le faire. Il y a des moments où, quand on a vraiment besoin de sentir qu'on est présent parce qu'on a eu un gros choc, on peut même pétrir les muscles des bras ou des épaules. Et ça, c'est le premier réflexe d'auto-consolation après avoir frotté les mains. Si je ne peux pas le faire parce que je suis dans un lieu public, euh, ou que je sens pas que ce soit possible pour moi, je suis au travail, etc. À ce moment-là, je ferme les yeux et je sens mes 2 pieds posés par terre. Fermer les yeux repose le cerveau. Et sentir ces 2 pieds par terre me remet en contact avec le sol. On peut même imaginer, si on est en étage, que on touche grâce à l'énergie qui descend ou grâce à la structure du bâtiment, on touche jusqu'au sol, à la terre. C'est-à-dire que mes 2 pieds sont en contact avec la terre. D'ailleurs, quand on a la chance d'avoir un jardin, même petit, ou qu'il y a un jardin public pas loin, une forêt, un parc, une plage, tout dépend où on habite, un cours d'eau, n'importe quoi, aller mettre les pieds nus dans l'eau, sur le sable, sur l'herbe, sur la terre, sur une roche, ça fait du bien aussi. Voilà quelques exercices de base qui sont extrêmement simples, qui sont faciles à faire partout. Si on est épuisé, on s'allonge. On ferme les yeux un instant. On boit. Parfois, on est dans une détresse parce qu'on n'a pas bu. Alors, boire de l'eau, c'est mieux que de boire du café, du thé, ou même certaines tisanes. Boire de l'eau, tout de suite, ça apporte quelque chose au corps.
ou se brumiser le visage avec de l'eau fraîche, ou mettre de l'eau dans ses mains et en mettre sur son visage, ou simplement passer les mains sous l'eau. Ce sont des gestes très simples qu'on oublie tellement ils sont simples et qui sont très aidants. Après, concernant la respiration, on pourrait faire tout un podcast là-dessus, tellement la respiration c'est important. Moi, ce que je recommande, et plus je cherche dans ce domaine-là, plus c'est confirmé, c'est la respiration la plus simple, en observant, on ferme les yeux si on peut, sinon on garde les yeux ouverts, mais on ferme les yeux et on observe sa respiration comme elle va, comme elle vient et comme elle évolue, sans vouloir imposer une forme extérieure de respiration parce que on nous a dit que c'était cette respiration-là qui serait la meilleure. Ça n'existe pas parce que l'être humain, c'est un être vivant qui a des besoins biologiques et en fonction de l'état dans lequel nous sommes, notre respiration est différente et c'est nécessaire pour l'ajustement de notre corps à la situation que nous vivons, la température extérieure, le moment où nous avons mangé, l'hydratation du corps, les émotions que nous vivons, etc., etc. Donc, contrarier notre respiration, ce n'est pas une bonne idée. En revanche, fermer les yeux et écouter, accueillir sa respiration telle qu'elle est là maintenant, sentir les vagues de respiration comme elles sont, simplement être témoin de sa respiration, ça oui, ça aide. Et on revient effectivement là encore au corps finalement. Oui. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Bah déjà un grand merci Sophie pour cet échange. Un grand merci pour ton écoute et tes questions. Et dès les tout premiers enregistrements qu'on a fait ensemble, je te l'ai dit, hein, cette qualité de présence que tu as et qui fait que je peux être dans la détente, dans l'ouverture, dans la confiance, donc dans l'expression de quelque chose de profond euh, et de précis, quelque chose de vécu. Je trouve que ça, c'est très précieux. C'est d'une très très grande valeur. C'est un vrai trésor. Le fait de partager ensemble une grande sensibilité, je pense que ça aussi, c'est tellement important de pouvoir se comprendre et s'entendre par rapport à ça. Je dirais pour finir que l'indulgence, la compassion et la consolation sont vraiment des vertus, même si le mot n'est plus très à la mode, des bienfaits, des qualités, des compétences, des bénéfices que nous avons tout intérêt à développer, à cultiver au jour le jour pour nous-mêmes et pour les autres, envers nous-mêmes et envers les autres, car ils ne peuvent que nous apporter du bien, ils ne peuvent que nous faire du bien, ils ne peuvent que améliorer la relation que nous avons avec nous-mêmes, améliorer la relation que nous avons avec les autres et avec le monde. C'est tout bénéfice pour tout le monde de développer l'indulgence, la compassion et la consolation. Donc faisons-le dès maintenant. Un grand merci à chacune et à chacun. Merci à toi, Sophie. Ben, merci à toi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et c'est vrai que j'aime bien, enfin, ça c'est depuis les premiers podcasts qu'on a fait ensemble, mais cette précision et cette nuance que tu peux apporter dans toutes les notions qu'on a pu aborder dans ce podcast et même dans les précédents. Donc vraiment un très très grand merci parce que c'est toujours un réel plaisir en fait de te recevoir dans le podcast. Donc vraiment immense gratitude. Et pour nos auditeurs, en tout cas, je les invite à découvrir ton nouvel ouvrage J'apprends à me consoler, paru aux éditions Larousse. Et tu vois, ce que j'ai vraiment ressenti dans cet ouvrage en le lisant et en voyant les différentes étapes, en fait, finalement, c'est des étapes, c'est un peu comme un chemin que tu proposes à lecteur. Je trouve ça très enveloppant, en fait. C'est vraiment l'énergie alliée de la consolation, c'est-à-dire, bon, bah, on avance étape par étape à son rythme. Et si au cas où on suit pas exactement c'est pas grave, en fait. Il y a vraiment tu vois, je rebondis par rapport à cette notion d'indulgence. Et là, je parle en connaissance de cause parce que je fais encore un petit peu de chemin, mais je commence à apporter de la douceur. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment ce côté, on y va étape par étape, mais un peu comme un randonneur qui dit, allez, viens, on va faire le chemin ensemble. Et c'est très rassurant, en fait. Donc vraiment un très, très bel ouvrage. Donc, je suis très contente d'en avoir parlé dans ce podcast. Encore merci à toi. Merci. Merci, Sophie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube.
Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!